La pauvre infirmière a été engagée pour s'occuper d'un millionnaire dans le coma, mais personne n'aurait pu imaginer qu'elle allait changer sa vie pour toujours. Claire Martin vivait au 4e étage d'un immeuble ancien du quartier de la Guillotière à Lyon. Son appartement exigu et vieillissant portait l'odeur persistante de café réchauffé et d'anciens livres de médecine. À 32 ans, elle avait abandonné depuis longtemps l'idée d'un avenir confortable. Orpheline depuis l'âge de 15 ans, Claire avait appris à survivre en embrassant la routine des hôpitaux, les nuits blanches, les silences dans les couloirs et les regards éteints des patients à bout de souffle. Elle n'avait ni famille, ni amant, ni animal de compagnie. Juste une plante verte tordue qui s'accrochait à la vie sur le rebord de sa fenêtre. Son quotidien se résumait à des horaires décalés, à une fatigue constante et à des fins de mois qui arrivaient toujours une semaine trop tôt. Malgré tout, elle ne se plaignait jamais. Elle connaissait la douleur intime des autres, et la solitude ne lui faisait pas peur. Jusqu'au jour où une enveloppe inattendue glissée sous sa porte fit dévier sa trajectoire. À l'intérieur, une lettre officielle, au ton froid mais courtois, signée d'un cabinet juridique parisien. Elle lui proposait un poste d'infirmière privée auprès d'un patient en coma profond, dans une résidence à l'extérieur de Paris. Le salaire proposé était irréel, suffisant pour régler toutes ses dettes accumulées au fil des années. Loyers en retard, prêts étudiants, cartes de crédit saturées. Mais la condition était claire. Elle devait quitter Lyon dans les 24 heures et s'installer sur place, sans possibilité de garder un emploi ou logement ailleurs. Dévouement total exigé. Claire lut et relut la lettre plusieurs fois. Elle pensa à un canular ou à un piège. Qui paierait autant pour un simple rôle de surveillance médicale? Elle appela le numéro mentionné. Une voix monocorde lui confirma les termes et ajouta que le poste n'était ouvert que pour un court laps de temps. La famille voulait quelqu'un immédiatement, ou il se tournerait vers une autre solution. La décision devait être prise avant la nuit. Elle passa la journée à marcher dans les rues de Lyon, tentant de mettre de l'ordre dans le chaos de ses pensées. La prudence criait que c'était trop beau pour être vrai. Mais une autre voix, plus intime, plus désespérée, lui rappelait qu'elle était épuisée de lutter. Et puis, si cela s'avérait étrange, elle pourrait toujours partir. Elle avait affronté pire. Le soir venu, elle fit sa valise. Quelques vêtements sobres, son stéthoscope et son vieux carnet de notes. Elle laissa la plante à la voisine du dessous. Le lendemain, à 8 heures précises, un chauffeur vêtu de noir frappa à sa porte. Sans un mot, il chargea ses affaires dans une berline sombre, et le trajet vers Paris se fit en silence. Claire observait les paysages défiler, les champs gris et les arbres flous, comme si elle s'éloignait d'elle-même. À son arrivée, elle découvrit une propriété monumentale, nichée derrière de hauts murs de pierre et une grille en fer forgé. Pas un bruit, pas un oiseau. L'atmosphère y était figée, comme suspendue dans un temps ancien. Un homme l'attendait à l'entrée, grand, sec, vêtu d'un costume parfaitement taillé. Il se présenta, Jacques Lemaître, avocat de la famille Delacroix. Il ne lui serra pas la main. « Votre contrat vous attend dans le salon. L'état du patient est stable. Il vous faudra respecter un protocole strict. Vous serez la seule autorisée à entrer dans sa chambre, à l'exception du médecin qui viendra une fois par semaine. Nous attendons de vous la plus grande discrétion. » Claire signa. Ses mains tremblaient légèrement. Elle n'avait jamais vu une maison aussi grande, ni un silence aussi dense. En montant les escaliers de marbre vers l'étage, elle sentit un frisson courir dans son dos. Ce n'était pas la peur, c'était l'intuition qu'elle entrait dans un monde où les règles seraient différentes. La chambre du patient se trouvait au bout d'un long couloir. Claire poussa la porte et découvrit un homme d'une trentaine d'années, immobile dans un lit médicalisé. Théo Delacroix. Son visage était pâle, mais encore marqué par une beauté singulière. Ses cheveux bruns encadraient un front tranquille et ses paupières closes semblaient cacher un secret. Il respirait calmement, relié à divers appareils. Rien dans la pièce ne trahissait l'urgence ou le chaos. Tout était parfaitement ordonné. Claire s'installa près de lui, relut les dossiers médicaux et programma ses tours de garde. Elle s'habitua au silence, au rythme mécanique des machines, à l'odeur du désinfectant. Les jours suivants furent identiques. Soins, lectures à voix basse, surveillance constante. Aucun visiteur, aucun appel. Jacques passait parfois mais ne s'attardait jamais. Elle se demanda ce qu'un homme si jeune faisait dans cet état. L'accident avait eu lieu 8 mois auparavant, selon le dossier. Les causes n'étaient pas précisées.
Aucun détail sur les circonstances, juste la mention clinique, coma profond, réponse cérébrale minimale, aucun pronostic sur un éventuel réveil. La nuit, dans sa nouvelle chambre, Claire peinait à trouver le sommeil. La maison, bien que luxueuse, était trop silencieuse, trop vide. Elle sentait que quelque chose clochait, pas dans le patient, mais dans ce qui l'entourait, comme si les murs avaient été témoins de quelque chose qu'on s'efforçait d'oublier. Mais elle était là maintenant, et elle avait accepté. Pour l'instant, elle devait faire son travail, rien d'autre. Elle ne savait pas encore que cette décision, prise par fatigue et nécessité, allait tout changer. Le portail s'ouvrit lentement dans un grincement prolongé, comme s'il hésitait à laisser entrer quelqu'un. Claire traversa l'allée principale bordée d'arbres anciens, aux branches si lourdes qu'elles semblaient vouloir recouvrir le chemin. Le manoir se dressait au fond de la propriété, massif et impassible, construit en pierre grise, avec des fenêtres étroites comme des regards méfiants. À la lumière du matin, l'endroit évoquait moins une demeure qu'un vestige de quelque chose qui avait cessé de vivre. L'architecture rappelait les demeures aristocratiques d'un autre siècle, fières mais décaties, un lieu figé dans un silence que même le vent semblait respecter. Jacques Lemaître lui fit faire un rapide tour du rez-de-chaussée, énumérant les pièces avec une efficacité glaciale. Salon principal, bibliothèque, salle à manger, cuisine, bureau fermé à clé, réservé à l'usage exclusif du conseil familial, précisa-t-il. Pas un mot de plus. Les pièces étaient propres, mais sans chaleur, aucun signe de vie récente. Les meubles portaient encore une fine couche de poussière dans les recoins, et les rideaux, pourtant tirés, n'avaient pas été ouverts depuis longtemps. Claire sentit une tension diffuse, comme si les murs eux-mêmes contenaient des souvenirs qu'on avait tenté de sceller. Elle demanda s'il y avait d'autres membres de la famille sur place. Jacques répondit simplement « Tous les proches vivent à l'étranger pour le moment. Vous êtes ici seul, avec le personnel nécessaire. » Aucun nom, aucun détail. Rien sur les parents, les amis ou même les raisons précises de leur absence prolongée. Il ajouta qu'elle pourrait utiliser librement les cuisines, le jardin et les pièces communes, mais qu'elle devait éviter l'aile ouest du manoir, en rénovation. Elle comprit rapidement qu'on attendait d'elle une obéissance silencieuse. Le personnel, réduit au strict minimum, se composait d'un cuisinier taciturne nommé René, d'une femme de ménage discrète appelée Lucille et d'un jardinier déjà âgé dont elle n'apprit le prénom que plusieurs jours plus tard, Henri. Tous semblaient travailler comme des ombres, évitant de croiser son regard, répondant par monosyllabes quand elle posait des questions. Aucun ne s'attardait. Une routine rigide rythmait leurs apparitions. Le manoir fonctionnait comme un théâtre, où chacun connaissait son rôle mais n'avait pas le droit d'improviser. Théo Delacroix, lui, demeurait dans sa chambre à l'étage supérieur, toujours inconscient. Claire s'efforçait de suivre le protocole médical à la lettre, notant chaque variation dans ses signes vitaux, adaptant les soins avec rigueur. Il n'y avait pas eu d'évolution notable depuis son arrivée, mais elle notait avec soin les moindres réactions, légères variations de tension, mouvements involontaires, frémissements musculaires. Rien ne semblait anormal pour un patient dans cet état, mais un doute naissant commençait à germer en elle. Elle ne savait pas encore si c'était son instinct ou le silence oppressant de cette maison qui en était responsable. Une nuit, alors qu'elle descendait dans la cuisine chercher de l'eau, elle entendit un son étouffé provenant de l'aile ouest. Un cliquetis métallique, puis un bruit bref, comme un objet qui tombe. Elle s'approcha lentement, pieds nus sur le carrelage froid, mais ne trouva rien d'anormal. La porte menant à cette partie du manoir était fermée à clé, comme annoncé. Pourtant, le son était réel, elle en était certaine. Le lendemain matin, lorsqu'elle mentionna l'incident à Lucille, la femme de ménage baissa immédiatement les yeux et murmura « Ce manoir fait des bruits, surtout quand il pleut. » Il n'avait pas plu cette nuit-là. Quelques jours plus tard, Claire fouillait la bibliothèque, cherchant un ouvrage pour ses lectures nocturnes, quand elle trouva un livre posé de travers sur une étagère. Derrière, une fine couche de poussière révélait qu'il avait été déplacé récemment. Elle tira doucement le volume, un recueil de lettres d'un écrivain du XIXe siècle, et découvrit un interstice dans le mur, comme un espace vide derrière la cloison. Elle tenta d'y glisser la main, mais ne sentit rien. En y regardant de plus près, elle vit que le mur avait été consolidé récemment. Le plâtre était plus clair, la texture différente.
Pourquoi refaire une section de mur dans une pièce que personne n'utilisait? Elle interrogea Jacques à ce sujet, sous prétexte de vouloir réorganiser la bibliothèque. Il répondit sèchement que les travaux avaient été décidés bien avant son arrivée et qu'il n'était pas utile qu'elle s'y intéresse. Son ton laissa entendre que le sujet était clos. Plus elle passait de temps dans la maison, plus elle percevait des incohérences. L'entretien général était assuré, mais certaines pièces n'avaient visiblement pas été utilisées depuis des mois. La cuisine, en revanche, semblait active uniquement aux horaires où Claire descendait. Le reste du temps, elle la trouvait vide, sans odeur de cuisson, comme si René n'y préparait rien en dehors des repas qu'on lui servait. Henri, le jardinier, entretenait parfaitement les haies visibles depuis l'intérieur, mais la serre à l'arrière du domaine était envahie de mauvaises herbes. Lucille nettoyait toujours les mêmes pièces, évitant soigneusement les chambres de l'aile ouest. Une après-midi, alors qu'elle marchait dans le jardin, elle aperçut un cabanon dissimulé derrière une haie dense. Il semblait inutilisé, mais une trace fraîche de pas dans la terre humide menait jusqu'à sa porte. Elle tenta de l'ouvrir, verrouillé. Ce détail s'ajouta à la liste des choses étranges qu'elle ne comprenait pas. Quant à Théo, il restait immobile, son visage étrangement paisible. Claire ressentait une compassion croissante pour lui. Ce n'était plus seulement un patient, mais une énigme humaine au cœur d'un théâtre de faux semblants. Pourquoi aucune visite? Pourquoi cette précipitation à engager quelqu'un sans expérience en soins neurologiques avancés? Et pourquoi cette maison semblait-elle s'être figée autour de lui, comme si l'attente de son réveil n'était qu'une façade pour quelque chose de plus sinistre? Elle se sentait de plus en plus observée. Parfois, alors qu'elle soignait Théo, elle croyait percevoir un changement dans l'air, comme si une présence invisible la regardait. Elle vérifia plusieurs fois les angles de la pièce, inspecta les rideaux, observa les murs. Rien. Mais l'intuition ne la quittait pas. Ce manoir, derrière ses allures de silence majestueux, était un piège d'apparence. Et Claire, en acceptant ce poste, avait franchi une porte qui ne se refermerait pas si facilement. Les premiers jours de Claire au manoir furent marqués par une discipline rigoureuse et une routine presque mécanique. Elle respectait les horaires à la minute près, contrôlait les paramètres vitaux de Théo Delacroix 3 fois par jour, renouvelait les pansements, effectuait les massages musculaires recommandés pour éviter l'atrophie et lisait à voix haute des passages de livres classiques pour stimuler, selon certaines études, la conscience résiduelle chez les patients en coma prolongé. Mais au fil des heures passées à ses côtés, un sentiment étrange s'installait, une sensation de présence, de réponse imperceptible, mais réelle. Au début, elle n'osa pas l'admettre, pas même à elle-même. Elle mit cela sur le compte de la solitude et de l'atmosphère oppressante du lieu. Pourtant, un soir, tout changea. C'était au milieu de la nuit. Claire s'était réveillée sans raison apparente, envahie par un malaise diffus. Au lieu de rester dans son lit, elle décida de faire une ronde dans la maison, vérifiant que tout était en ordre. Lorsqu'elle entra dans la chambre de Théo, elle remarqua une chose inhabituelle. Sa main droite, posée sur le drap, avait légèrement changé de position. Le bras était un peu plus fléchi qu'elle ne l'avait laissé quelques heures plus tôt. Elle s'approcha lentement, retenant son souffle. Peut-être l'avait-elle mal positionnée elle-même. Peut-être s'agissait-il d'un simple spasme musculaire. Mais alors qu'elle l'observait attentivement, elle vit, de ses propres yeux, le majeur bouger très légèrement, un mouvement presque imperceptible, mais indéniablement volontaire. Claire resta figée. Elle ne bougea pas pendant plusieurs minutes, le cœur battant à tout rompre. Elle finit par se convaincre de noter l'événement dans le dossier médical en mentionnant « mouvement involontaire observé au niveau des doigts de la main droite à 3h16 du matin ». Le lendemain, elle fit part de l'incident à Jacques Lemaître, espérant obtenir une discussion médicale, un échange de points de vue. Mais il la balaya d'un ton sec. Ces mouvements sont normaux chez les patients en état végétatif. Rien d'alarmant, ni de significatif. Ne perdez pas votre énergie à les surinterpréter. Il n'ajouta rien de plus, et la conversation prit fin brutalement. Claire, cependant, ne put se résoudre à oublier ce qu'elle avait vu. Elle avait passé assez de temps auprès de patients comateux pour reconnaître la différence entre un spasme réflexe et un acte moteur, aussi infime soit-il. Quelque chose en elle lui disait que Théo tentait de s'exprimer, que peut-être il entendait, ressentait, luttait depuis ce monde intérieur dans lequel il était prisonnier. Elle prit une décision. Elle tiendrait désormais un journal personnel d'observation,
distinct du dossier médical officiel. Chaque nuit, à la lueur d'une lampe discrète, elle notait les moindres changements, les détails physiques, les expressions faciales, la fréquence respiratoire, la moindre crispation. Elle décrivait aussi l'atmosphère de la chambre, les sensations qui l'envahissaient, les impressions fugaces. Elle y ajouta même parfois des fragments de ses lectures à voix haute, notant si un passage en particulier semblait provoquer une réaction. Très vite, des schémas commencèrent à émerger. À chaque fois qu'elle lisait certains passages de la lettre de Théo, celle qu'elle avait retrouvée cachée sous une latte du parquet dans un tiroir oublié, elle remarquait une tension légère au niveau de sa mâchoire, une larme qui semblait couler lentement de l'œil gauche. Cela ne se produisait pas avec d'autres textes. L'effet était subtil mais constant. Claire se demanda si ces réactions étaient liées à un souvenir émotionnel que ces mots ravivaient en lui. Était-il encore capable de mémoire, de reconnaissance affective? Elle poursuivit ses lectures avec plus d'attention, privilégiant les textes personnels, les lettres, les journaux intimes d'auteurs. Un jour, elle osa lui parler comme à un être pleinement conscient. Elle lui raconta sa propre vie, ses souvenirs d'enfance, son arrivée à Lyon, ses premières gardes à l'hôpital. À mesure que les jours passaient, elle sentit une forme de lien se créer entre eux, un lien invisible, mais intense. Elle ne savait pas si elle l'imaginait ou si c'était réel, mais cela ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu auparavant. Un matin, alors qu'elle lui appliquait une crème hydratante sur les bras, elle murmura « Si tu m'entends, serre un peu la main, juste un peu. » Rien ne se produisit. Mais au moment où elle se détourna pour ranger le tube de crème, elle sentit une pression fugace sur ses doigts, si brève qu'elle aurait pu la croire rêver. Elle resta là, immobile, respirant à peine, incapable de détourner les yeux de cette main inerte. Puis elle reprit son activité, mais quelque chose avait changé en elle. Elle était désormais convaincue que Théo n'était pas complètement absent. Cette conviction la poussa à redoubler d'attention. Elle commença à chronométrer les réactions, à enregistrer discrètement les sessions de lecture, espérant capturer un signe irréfutable. Elle consulta des articles scientifiques, des études sur la conscience résiduelle, sur les états de conscience minimale. Tout cela la confortait dans son intuition. Théo n'était pas dans un coma profond traditionnel. Quelque chose en lui résistait, s'accrochait à la vie, à la conscience. Mais plus elle avançait dans cette direction, plus le silence autour d'elle devenait lourd. Jacques semblait plus présent que d'habitude, multipliant les passages dans le manoir, posant des questions indirectes sur ses routines, demandant des copies des dossiers qu'elle remplissait. Claire commença à douter. Avait-il lu son journal personnel? Était-elle surveillée? Elle devint plus prudente, dissimulant ses notes, effaçant les enregistrements après les avoir écoutés, évitant d'éveiller les soupçons. Parallèlement, elle tenta de trouver des informations sur l'état réel de Théo avant l'accident. Les archives médicales disponibles dans le manoir étaient incomplètes. Certaines pages semblaient arrachées, d'autres modifiées à la main. Elle nota une incohérence importante. Une mention d'examen neurologique datant de 2 semaines après l'accident, alors que le médecin référent, selon le rapport officiel, n'avait plus vu Théo depuis son transfert à la maison. Comment était-ce possible? Et pourquoi personne n'en parlait? Un doute plus vaste se forma alors dans son esprit. Et si le coma de Théo n'était pas le résultat d'un simple accident? Et si on voulait maintenir son silence à tout prix? Et si sa conscience, là, sous ses yeux, était la preuve d'un secret que d'autres cherchaient à enfouir? Claire ne pouvait plus reculer. Ce qu'elle avait vu, ressenti, noté, ne pouvait être ignoré. Elle se trouvait au cœur de quelque chose de bien plus grand qu'une simple mission d'infirmière. Et elle savait, au fond d'elle, qu'elle ne pourrait plus s'arrêter avant de découvrir toute la vérité. Ce fut lors d'une nuit de tempête que le fragile équilibre du manoir bascula pour Claire. Le vent hurlait autour de la bâtisse, fouettant les volets et faisant craquer les poutres. Une pluie épaisse tombait en rafales contre les vitres, et les éclairs illuminaient par instants les couloirs vides, projetant des ombres longues et inquiétantes. Peu avant minuit, la lumière vacilla soudainement, puis s'éteignit. Un silence électrique s'installa entrecoupé seulement par le bourdonnement d'un générateur qui ne se mit jamais en marche. Dans cette obscurité presque totale, Claire, habituée à garder son calme, attrapa une lampe torche dans sa chambre, mais celle-ci refusa de s'allumer. Elle se rappela alors qu'un stock de lanternes à huile se trouvait dans le sous-sol.
selon ce que Lucille lui avait un jour mentionné en passant. Descendant avec prudence les marches étroites menant à la cave, elle remarqua que l'air y était plus lourd, plus humide, comme s'il avait été longtemps enfermé. Elle alluma son téléphone pour s'éclairer. Les murs étaient recouverts de moisissures par endroits, et l'odeur de renfermé y était presque suffocante. Elle avança jusqu'à une vieille armoire en bois, où elle trouva 2 lanternes poussiéreuses et une boîte d'allumettes. Elle en alluma une et une flamme tremblotante dansa sur les murs. Alors qu'elle faisait demi-tour, son regard fut attiré par quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Une porte métallique à moitié dissimulée derrière une étagère branlante. Contrairement aux autres accès du sous-sol, celle-ci était verrouillée par une grosse chaîne et un cadenas rouillé. Elle s'approcha, passa la main sur la surface froide du métal et perçut alors un bruit, faible, presque indistinct, une sorte de clic répétitif. Elle se pencha, colla l'oreille contre la porte. C'était un enregistrement, une voix ou plutôt plusieurs entremêlées, un dialogue, des mots à peine audibles, mais certains passages se détachaient. Il sait, pas maintenant. Le maintenir dans l'ombre. Son sang se glaça. Elle recula d'un pas, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas son imagination. Quelqu'un, ou quelque chose, avait laissé là une bande, un message, caché derrière une porte condamnée. Elle sentit une sueur froide couler dans son dos. Paniquée à l'idée d'être surprise là, elle souffla la lanterne, remonta à tâtons les escaliers, ferma la trappe du sous-sol derrière elle et retourna dans sa chambre sans bruit. Le reste de la nuit, elle resta éveillée, assise sur le bord du lit, les yeux rivés sur la porte, la respiration courte. À l'aube, elle alla soigner Théo comme à son habitude, mais ses gestes étaient mécaniques. Son esprit, lui, était retourné dans ce sous-sol. Ce qu'elle avait entendu changeait tout. Il y avait dans cette maison une part de vérité que personne ne voulait révéler. Et si la version officielle de l'accident de Théo était une fabrication? Et si, au lieu d'un simple accident, il avait été victime d'une mise en scène? Ce n'était plus un soupçon abstrait. Elle avait entendu des voix. Un complot se cachait derrière les murs. Elle chercha à comprendre pourquoi cette pièce était scellée. Elle interrogea René de manière détournée sur l'architecture de la maison. Il répondit qu'il n'avait jamais mis les pieds au sous-sol depuis qu'il avait été embauché. Henri, plus bavard que les autres, évoqua à demi-mot que l'endroit avait autrefois servi de chambre froide, puis de salle d'archives. Il ne savait pas que la porte était cadenassée. Ou du moins, c'est ce qu'il affirma. Claire comprit que ce serait à elle de découvrir ce qu'il y avait là-dessous. Elle retourna plusieurs fois au sous-sol les jours suivants, toujours en cachette, et tenta de forcer le cadenas. Sans succès. Elle chercha dans la maison une clé correspondante, dans les tiroirs, derrière les cadres, sous les meubles anciens, mais rien ne correspondait. Lors d'une exploration plus poussée du bureau fermé à clé, elle découvrit un double fond dans un tiroir verrouillé. Mais elle n'eut pas encore le courage de tenter d'y accéder par effraction. Chaque mouvement dans cette maison semblait épié. Elle sentait parfois des courants d'air suspects, des craquements derrière les murs, des bruissements dans les conduits de ventilation. Un soir, alors qu'elle lisait à Théo, elle se risqua à lui parler du sous-sol. Elle s'approcha de son oreille et chuchota « Je crois qu'on t'a menti, Théo. Je crois que ce qui t'est arrivé n'était pas un accident. Si tu m'entends, montre-le-moi. » Une larme glissa de nouveau sur sa joue. Claire la recueillit délicatement, bouleversée. Ce n'était pas un hasard. Elle était maintenant convaincue qu'il percevait ses mots, ses intentions. Elle se jura de le protéger. Mais la maison devenait plus hostile chaque jour. Lucille semblait l'observer davantage, croisant son chemin plus souvent qu'auparavant. Jacques, lui, appelait à des heures irrégulières pour s'enquérir de l'état du patient et demandait des détails de plus en plus précis sur les soins, les horaires, les signes de conscience. Claire répondait par des généralités, esquivant les questions trop directes. Elle pressentait que toute information donnée serait utilisée contre elle ou contre Théo. Elle décida alors de consigner ses découvertes ailleurs, hors du manoir. Elle acheta un petit carnet qu'elle dissimula dans la doublure de sa veste, y recopiant à la main les extraits les plus inquiétants de ses observations. Elle chercha un lieu sûr où déposer une copie de sa lettre, au cas où il lui arriverait quelque chose. Elle pensa à contacter une amie de longue date, mais se ravisa. Trop dangereux. Elle ne voulait impliquer personne tant qu'elle n'en saurait pas davantage. Quelques jours plus tard, en feuilletant distraitement un livre dans la bibliothèque, elle découvrit une annotation manuscrite dans la marge.
La vérité se cache derrière la voix. Elle ne savait pas qui l'avait écrite, ni à qui elle s'adressait. Mais cela ne pouvait pas être une coïncidence. Claire retourna immédiatement au sous-sol, dans l'idée de repérer une éventuelle ouverture dissimulée. Elle inspecta les murs, chercha une grille, une sortie de ventilation, un interstice, puis elle entendit une fois encore le même son diffus comme une bande qui se répétait, un cliquetis puis des mots. Cette fois, elle perçut distinctement une voix féminine. « Il faut qu'il reste endormi, sinon tout s'effondre. » Son cœur se serra. Elle ne comprenait pas tout, mais une chose était claire. Quelqu'un faisait tout pour maintenir Théo dans cet état. Et elle, par sa simple présence, risquait de déranger cet équilibre artificiel. Le manoir n'était pas seulement un lieu de soins. C'était une prison. Claire, désormais, n'avait plus qu'un objectif, découvrir ce qui se cachait derrière cette porte cadenassée. Et surtout, réveiller Théo, avant que ceux qui avaient intérêt à son silence ne comprennent qu'elle était trop proche de la vérité. Le ciel était d'un gris uniforme ce matin-là, le genre de gris qui ne promettait ni pluie ni clarté, mais une langueur pesante qui s'étalait sur toute la propriété comme un voile humide. Claire commençait sa routine quotidienne, avec des gestes devenus presque instinctifs. Vérification des constantes, soins corporels, réajustement des perfusions, puis lecture à voix haute. Ce jour-là, elle choisit un recueil de poèmes d'un auteur que Théo semblait mieux entendre, à en juger par les réactions subtiles qu'elle avait notées les jours précédents. Tandis qu'elle lisait, elle ne cessait de penser à la porte du sous-sol, à la voix féminine qu'elle avait entendue à travers le métal, et à la certitude croissante que rien, dans cette maison, n'était ce qu'il paraissait être. Plus tard dans la journée, elle décida de reprendre l'exploration du premier étage, là où certaines chambres semblaient avoir été figées dans le temps. La plupart des pièces n'étaient plus utilisées, recouvertes d'une fine poussière, et remplies d'objets recouverts de draps blancs. En entrant dans l'une d'elles, elle sentit immédiatement une atmosphère différente. Contrairement aux autres, cette pièce ne sentait pas le renfermer. Elle sentait le papier ancien, le cuir et quelque chose d'autre, plus subtil, plus intime. Une table de chevet était renversée dans un coin, comme si elle avait été déplacée à la hâte. En la redressant, Claire remarqua une latte du plancher qui sonnait creux sous son talon. Elle s'agenouilla, glissa ses doigts dans l'interstice et sentit le bois se soulever. Là, entre les poutres, reposait un petit paquet, enveloppé dans un tissu jauni. Elle le défit avec précaution. À l'intérieur, une lettre pliée en 3, dont le papier portait les traces du temps, mais dont l'encre était encore parfaitement lisible. Elle la déplia et en lut les premiers mots. « Si quelque chose m'arrive », la lettre était signée de la main de Théo Delacroix. Le texte, écrit quelques semaines avant l'accident, révélait des éléments troublants. Théo évoquait des tensions au sein du conseil d'administration de son entreprise, des décisions financières contestées et surtout une trahison en préparation. Il expliquait qu'il avait découvert des détournements de fonds et que certains membres influents, dont les noms étaient abrégés ou effacés, avaient tout intérêt à le voir quitter la direction. Il parlait aussi d'un retrait temporaire qu'il planifiait, le temps de réunir des preuves et de se mettre à l'abri. La lettre s'interrompait brusquement après une phrase inachevée. Si Maxime découvre que... rien de plus. Aucune signature finale, comme si l'écriture avait été interrompue par une urgence ou un événement inattendu. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cette lettre confirmait ses soupçons. Théo avait senti venir quelque chose. Il savait qu'il était en danger. Et cette mise en garde cachée sous le plancher prouvait qu'il n'avait pas eu le temps de mettre son plan à exécution. Quelque chose, ou quelqu'un, l'en avait empêché. L'accident n'était peut-être pas un simple hasard. Elle retourna dans sa chambre avec la lettre, la cacha soigneusement dans une pochette cousue à l'intérieur de son sac personnel et passa le reste de la journée à rassembler des informations éparses. Elle fouilla les vieux registres trouvés dans la bibliothèque, chercha dans les journaux locaux, tenta d'accéder aux archives en ligne de l'entreprise Delacroix à travers son téléphone, dont la connexion restait étonnamment instable dans certaines zones du manoir. Ce qu'elle trouva ne faisait qu'approfondir le mystère. Des articles datés d'avant l'accident évoquaient une réunion de crise au sein du conseil d'administration, suivie d'un silence médiatique soudain et complet. Après l'accident de Théo, aucune déclaration officielle, aucun communiqué de la famille, aucun mot de soutien dans la presse. C'était comme si tout avait été effacé, ou plus précisément,
comme si un effort concerté avait été mis en œuvre pour faire disparaître les circonstances de ce qui s'était passé. Claire ne pouvait pas ignorer la mention de Maxime dans la lettre. Le prénom l'avait frappé, car jamais il n'avait été évoqué auparavant, ni par Jacques, ni dans les dossiers médicaux, ni dans les conversations avec le personnel. Comme si ce Maxime avait été gommé de la mémoire collective. Elle interrogea Lucille de manière feinte sur d'éventuels visiteurs du passé, sur la famille Delacroix, sur la jeunesse de Théo. La réponse fut évasive, mais à un moment, alors que Lucille croyait que Claire ne l'entendait pas, elle murmura pour elle-même « Il n'aurait jamais dû revenir ». Cette phrase à peine audible confirma ce que Claire commençait à pressentir. Maxime Delacroix n'était pas seulement un frère disparu. Il représentait un tabou, un nom effacé, une présence niée. Peut-être même un témoin gênant. Elle essaya alors de trouver des traces de lui dans les archives numériques, anciennes photos, réseaux sociaux, articles anciens. Rien, aucun Maxime Delacroix correspondant à l'âge supposé. Pourtant, en poussant plus loin ses recherches, elle trouva une photographie d'une soirée de gala datant de plusieurs années, sur laquelle figurait un homme aux traits semblables à ceux de Théo, légèrement plus jeune, souriant à côté de lui. La légende ne mentionnait que Théo. L'autre homme n'était pas identifié. Elle imprima la photo depuis son téléphone, la glissa dans son carnet et se promit de découvrir qui avait décidé de le faire disparaître des registres. Car si Théo avait tenté de le protéger, ou s'il avait été sur le point de le confronter, alors peut-être que ce frère détenait les clés de toute l'affaire. Peut-être savait-il ce que Théo avait réellement découvert. Et peut-être que ceux qui avaient intérêt à garder Théo silencieux s'étaient aussi débarrassés de Maxime d'une manière ou d'une autre. La maison, en apparence figée dans le temps, devenait chaque jour un théâtre plus clair de mensonges soigneusement dissimulés. Claire savait qu'elle marchait sur une ligne fine. À tout moment, sa curiosité pouvait lui coûter cher, mais elle ne pouvait plus revenir en arrière. La lettre, la photo, la pièce verrouillée dans le sous-sol, les réactions subtiles de Théo, tout pointait dans une même direction. Un secret d'entreprise dissimulé sous le vernis d'un coma. Et elle, simple infirmière sans attache, était en train de devenir le grain de sable dans une machine bien huilée de silence et de manipulation. Les jours suivants furent marqués par une tension sourde qui semblait s'insinuer dans les murs du manoir. Claire continuait à assurer ses soins à Théo, mais sa routine était désormais entrecoupée par de longues heures de recherche discrète, de lectures silencieuses et d'observations attentives du personnel. Les réactions de Lucille devenaient plus froides, plus précises. René apparaissait de moins en moins. Quant à Jacques Lemaître, il passait désormais chaque jour, prétendant suivre l'évolution du protocole, mais ses questions devenaient de plus en plus personnelles. Il s'intéressait à ses habitudes de sommeil, à ses promenades dans la propriété, et même aux livres qu'elle lisait dans ses heures libres. Claire, prudente, répondait avec des banalités et feignait l'ignorance. Mais son esprit restait fixé sur un seul nom, Maxime. Elle ne cessait de revenir à cette lettre inachevée, au passage interrompu, où Théo évoquait ce frère disparu. Plus elle cherchait, moins elle trouvait. Elle était convaincue qu'il y avait eu un véritable effort de dissimulation. Les bases de données officielles n'offraient aucun résultat pertinent, aucun acte de naissance, aucun diplôme, aucune trace bancaire, rien qui puisse rattacher un Maxime Delacroix à l'arbre généalogique pourtant très exposé de la famille Delacroix. Même dans les revues économiques, pourtant prolifiques en portraits de dirigeants, Maxime semblait n'avoir jamais existé. Elle se rappela alors la vieille voisine qu'elle avait croisée plusieurs fois en promenant le chien des anciens propriétaires du manoir, un labrador âgé qu'Henri, le jardinier, continuait à nourrir. La vieille dame, prénommée Suzanne, vivait dans un petit chalet en pierre à la lisière de la propriété. Claire l'avait saluée poliment plusieurs fois et l'avait même aidée à rentrer un jour où elle avait chuté devant son porche. Ce matin-là, prétextant une promenade, Claire passa la barrière non verrouillée et frappa à sa porte. Suzanne l'accueillit avec un sourire surpris, mais bienveillant. La conversation dériva naturellement vers l'histoire de la propriété, les familles qui y avaient en vécu, et Suzanne, ravie d'avoir de la compagnie, se mit à parler longuement. Elle se souvenait des Delacroix, de leurs fêtes somptueuses, de leur discrétion obsessionnelle. Et à un moment, sans que Claire ne la pousse trop, le nom surgit, Maxime. Oh oui, Maxime, le plus jeune, un garçon charmant, mais il avait cette manière de toujours rester dans l'ombre. C'était Théo que tout le monde voyait, le futur PDG,
le fils parfait. Maxime, lui, était plus écorché. Il ne supportait pas les mondanités, fuyait les galas. Mais moi, je l'aimais bien. Il me laissait parfois des fleurs devant la porte. Claire sentit son souffle se bloquer. Elle avait enfin une confirmation, une preuve orale. Maxime avait bien existé et il avait vécu ici. Elle demanda ce qu'il était devenu. Suzanne fronça les sourcils, comme si elle fouillait dans une mémoire douloureuse. Il a disparu peu après l'accident de Théo. On m'a dit qu'il était parti à l'étranger. Mais je me souviens que peu de temps après, on a vu du monde rôder près du vieux hangar, celui qui est maintenant effondré, puis plus rien. Un silence absolu. Claire comprit que ce hangar pouvait cacher quelque chose. De retour au manoir, elle se rendit dans la zone en friche à l'arrière du domaine. Il restait les décombres d'une construction en bois, mangée par le lierre et les intempéries. Elle fouilla prudemment, trouva des morceaux de papier calciné, des débris métalliques, et sous une dalle déplacée, un bout de tissu noir déchiré sur lequel était brodé un M doré, usé par le temps. Elle le prit comme un signe, une trace. Une autre confirmation. Elle confronta alors Jacques en feignant l'ignorance. « J'ai entendu parler de Maxime Delacroix. Était-il vraiment le frère de Théo ?» Jacques, habituellement maître de ses expressions, blêmit légèrement avant de répondre d'un ton tranchant. « Ce nom ne doit plus être prononcé dans cette maison. Il a trahi la famille. C'est tout ce que vous devez savoir. » Claire comprit que ce nom n'était pas seulement effacé, il était interdit, un tabou, une menace. Le ton de Jacques, plus glacial que jamais, indiquait clairement que toute insistance de sa part mettrait sa présence ici en péril. Mais cela n'eut pour effet que de renforcer sa détermination. Elle devait savoir ce qu'il s'était passé. Si Maxime avait fui ou s'il avait été réduit au silence et surtout, quel rôle il avait joué dans le drame qui avait plongé Théo dans le coma. Elle retourna voir Suzanne à la tombée du jour, espérant obtenir plus de détails. La vieille femme, cette fois plus hésitante, finit par lui tendre une boîte à chaussures. À l'intérieur, des lettres jaunies signées « Monsieur D », adressées à une amie fidèle. Les messages étaient courts, poétiques, parfois déchirés. Mais l'un d'eux retint particulièrement l'attention de Claire. « S'il savait ce que Théo m'a confié, je ne serais déjà plus ici. Il faut que je disparaisse. Dis-le à personne. » La lettre était datée de 3 jours avant l'accident. Claire, bouleversée, comprit que Maxime n'avait pas seulement été témoin d'un complot. Il en avait été le dépositaire involontaire. Peut-être avait-il tenté de protéger son frère ou de l'avertir, mais trop tard. Elle remercia Suzanne et emporta la boîte, qu'elle cacha dans un coffre en métal trouvé dans une pièce de débarras du manoir, derrière un vieux miroir cassé. Ce soir-là, alors qu'elle veillait Théo, elle s'approcha de lui, prit sa main et murmura « Je t'ai retrouvé, Théo. Ton frère. Il a essayé de t'aider, et moi, je ne te laisserai pas seul. » La main de Théo trembla, un frémissement si léger qu'il aurait pu passer inaperçu. Mais Claire, désormais, savait lire ses signes, et elle comprit. Il avait entendu, et il se battait encore. Les jours s'étiraient comme une ligne ténue entre la certitude d'un secret enfoui et l'attente silencieuse d'un miracle. Claire, désormais habitée par une urgence intérieure, n'avait plus le luxe de la routine. Chaque geste accompli auprès de Théo portait une intention, un appel. Elle parlait plus qu'avant, se refusant à croire que ses paroles s'évanouissaient dans le néant. Elle savait qu'il l'entendait. Elle le sentait dans l'air même de la chambre, dans cette tension discrète mais persistante, chaque fois qu'elle prononçait des noms interdits, chaque fois qu'elle lisait à voix haute la lettre qu'il avait écrite ou qu'elle évoquait Maxime. Il y avait dans les yeux clos de Théo une expression qui ne relevait pas seulement du hasard biologique, mais d'un état de conscience fragile, émergeant à la frontière de l'oubli. Une fin d'après-midi, alors que le soleil s'infiltrait à travers les rideaux entr'ouverts, Claire s'assit près de lui et sortit la lettre retrouvée sous la latte du plancher. Elle la relut en entier, cette fois en modulant sa voix, en insistant sur les fragments laissés en suspens. Lorsqu'elle arriva à la phrase « Si Maxime découvre que », un frémissement léger parcourut le bras de Théo. Claire s'interrompit immédiatement. Elle approcha son visage du sien, cherchant une confirmation. Une larme glissa sur la joue de Théo. Pas une larme de réflexe, pas une réponse purement mécanique. C'était une émotion, un écho de douleur ancienne, de mémoire en lutte. Elle essuya la larme avec précaution, puis reprit, phrase par phrase, ce même passage. À chaque répétition, une réponse. Une contraction minime du doigt,
Une tension dans la mâchoire, une accélération imperceptible de la respiration. Claire enregistra tous ces signes dans son carnet, mais pour la première fois, elle comprit que ce journal n'était plus un simple outil d'observation. C'était une correspondance, un dialogue secret entre elle et un homme enfermé dans un silence imposé. Cette révélation transforma leur lien. Claire ne le considérait plus comme un patient à soigner, mais comme une personne entière avec laquelle elle tissait un fil ténu, fragile, mais vivant. Elle commença à lui parler comme à un confident, lui confiant ses doutes, ses découvertes, ses peurs. Elle lui raconta sa jeunesse à Lyon, ses rêves abandonnés, les longues nuits à l'hôpital où elle avait appris à reconnaître le langage des silences. Elle lui parla de la vieille voisine, de la boîte de lettres signée Monsieur D, de la photo retrouvée du gala. Elle évoqua Jacques Lemaître, ses allées et venues suspectes, ses regards de plus en plus insistants. Ce fut pendant une de ces conversations qu'un événement bouleversa tout. Claire venait de lui poser une question simple, presque rhétorique. « Tu veux que je continue à chercher, n'est-ce pas ?» Lorsqu'elle se leva pour aller ranger ses affaires, elle sentit une pression discrète sur sa main. Pas un spasme, une véritable pression, une réponse. Elle se retourna d'un coup, croisa son regard fermé et resta un moment sans bouger, la main dans la sienne. Puis elle dit « Une pression pour oui, rien pour non ». Elle reposa la question. Nouvelle pression. Claire recula d'un pas, submergée par l'émotion. Il était là, il luttait, et il répondait. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle relut tous ses carnets, recoupa ses notes, recomposa les indices. Théo était en train d'émerger, lentement, mais sûrement. Elle décida de renforcer la stimulation sensorielle. Elle diffusa des musiques qu'il aimait. Elle avait retrouvé dans la bibliothèque des CD étiquetés à son nom. Elle alluma des bougies parfumées, elle plaçait entre ses mains des objets familiers. Elle parla encore plus. Et chaque jour, elle obtenait une réaction. Tantôt une pression, tantôt un mouvement des yeux sous les paupières, tantôt une larme, toujours au moment précis où elle abordait des sujets sensibles. Mais ce progrès n'était pas sans conséquences. Jacques commença à apparaître de manière plus fréquente, ses visites devenant presque quotidiennes. Il exigeait des rapports écrits, des copies des relevés de constantes, posait des questions sur les lectures, les musiques, les soins. Claire sentait qu'il cherchait à déceler quelque chose. Elle devint plus prudente. Elle dissimulait les carnets, modifiait les rapports, gardait pour elle les vrais signes de réveil. Elle savait que s'il apprenait que Théo réagissait, il chercherait à interrompre le processus, peut-être même à le faire disparaître pour de bon. Les paroles entendues dans la pièce du sous-sol résonnaient encore en elle. Il faut qu'il reste endormi. Quelqu'un avait intérêt à ce que Théo ne revienne jamais à lui. Pourtant, Claire ne pouvait plus s'arrêter. Elle avait franchi un seuil. Elle n'était plus seulement l'infirmière venue pour une mission bien payée. Elle était devenue la seule connexion vivante entre Théo et la vérité. Une vérité que lui-même avait tenté de transmettre, de protéger, et qui reposait maintenant entre ses mains à elle. Elle fit un plan, une stratégie lente, méthodique. Elle créerait une stimulation progressive, augmenterait l'intensité des contacts, mais de manière invisible aux yeux de Jacques. Elle prendrait contact avec des spécialistes à distance, sous prétexte d'un cas théorique, pour affiner ses méthodes. Et si Théo parvenait à ouvrir les yeux, ne serait-ce qu'un instant, elle le cacherait, le mettrait à l'abri. Il fallait qu'elle gagne du temps, qu'elle le réveille dans le silence, qu'elle le protège du monde, avant que le monde n'apprenne qu'il était en train de revenir. Cette nuit-là, en posant sa main sur son front, elle lui murmura « Tu n'es pas seul, et je ne te laisserai pas tomber, peu importe ce que ça me coûtera. » Une nouvelle pression sur ses doigts répondit à cette promesse. Claire, les larmes aux yeux, savait que désormais elle n'était plus la seule à mener ce combat. Il était avec elle. Et ensemble, ils allèrent découvrir ce que personne ne voulait qu'ils sachent. Le matin s'était levé sur la propriété enveloppée dans un brouillard épais. Les arbres, tels des sentinelles figées, semblaient se pencher sur le manoir comme pour mieux entendre ses secrets. Claire, malgré la lassitude physique qui commençait à peser sur ses épaules, se sentait animée par une énergie nouvelle. Elle ne pouvait plus ignorer l'évidence. Théo reprenait contact avec le monde. Ses réponses, bien que fragiles et partielles, formaient un langage silencieux, une résistance intime au coma que d'autres auraient qualifié de définitif. Pourtant, dans cette maison où le moindre murmure devenait suspect, chaque progrès
était aussi un pas de plus vers le danger. Convaincue qu'elle devait comprendre la vérité sur l'accident, Claire prit la décision risquée de sortir du manoir en cachette. Elle prétexta une migraine pour éviter toute question de Jacques et profita d'une de ses rares absences pour quitter la propriété à l'aube. Elle prit un train pour la ville la plus proche du lieu de l'accident, une bourgade industrielle en bordure de département, à 1 heure de là. Elle avait noté l'endroit exact, grâce à une vieille coupure de journal mentionnant le kilomètre précis sur une route départementale. Sur place, la scène de l'accident avait été partiellement nettoyée, mais certains stigmates restaient visibles, des marques sur les arbres, une barrière de sécurité déformée, des traces de peinture effacées. Claire prit des photos, observa les lieux longuement et se rendit ensuite dans un café local. Elle espérait y trouver quelqu'un, n'importe qui pourrait lui parler de ce jour-là. C'est finalement un homme aux vêtements tachés de cambouis, qui semblait habitué des lieux, qui l'interpella en la voyant consulter la photo du journal. « Vous cherchez des infos sur l'accident de la Delacroix, hein? J'ai reconnu le virage sur votre papier. J'étais là ce jour-là. » Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Vous avez vu ce qui s'est passé ?» L'homme hocha la tête, puis regarda autour de lui avant de s'asseoir à sa table. « Pas vu tout, mais entendu. J'étais dans mon atelier, à 100 mètres. Le choc a été violent. Quand je suis sorti, il y avait déjà des types en costard sur les lieux. C'est ça qui m'a paru bizarre. Trop rapide. On aurait dit qu'il savait. » Claire sentit son cœur s'emballer. « Et vous avez vu Théo ?» ?»« Oui. Il était dans la voiture. Seul. Les airbags avaient explosé. Et il était inconscient. Mais pas de sang. Pas de traces de freinage. La voiture n'a même pas glissé. Comme si quelqu'un avait bloqué la direction. Et puis ces hommes sont arrivés, m'ont dit de retourner à mes affaires. Après, la police est venue, mais ils avaient déjà tout nettoyé. » Claire comprit qu'elle tenait là une pièce capitale. Elle demanda à l'homme s'il accepterait de témoigner. « Pas officiellement. J'ai déjà eu des ennuis après en avoir parlé. On m'a envoyé un contrôle fiscal 2 jours après. Mais je peux vous dire une chose, ce n'était pas un accident. » Sur le chemin du retour, Claire réfléchit à ce qu'elle venait d'apprendre. Le sabotage, les hommes en costume, la rapidité de l'intervention, tout concordait. Théo avait été écarté volontairement et tout avait été maquillé. Elle ne savait pas encore qui avait ordonné cet acte, mais Jacques, de par son influence et sa proximité avec la direction de l'entreprise, devenait un suspect plus évident que jamais. De retour au manoir, elle retrouva Théo dans un état de calme apparent. Elle lui parla doucement, lui raconta ce qu'elle avait vu, ce que l'homme lui avait dit. À la mention du mot « sabotage », elle sentit une contraction plus marquée dans la main. Et lorsqu'elle prononça le nom de Jacques, un léger mouvement de la tête fit frémir ses cheveux sur l'oreiller. C'est alors qu'elle décida de fouiller sa propre chambre, cette fois à la recherche de signes de surveillance. Quelque chose dans l'air lui soufflait qu'elle était observée. Elle examina les murs, le mobilier, et enfin trouva ce qu'elle redoutait. Une caméra minuscule dissimulée derrière un cadre accroché au-dessus du bureau. Reliée par un câble très fin, elle semblait orientée directement vers son lit et son bureau, là où elle écrivait souvent ses notes. Claire la désactiva sans un mot, puis poursuivit sa fouille. Une deuxième caméra était installée dans la chambre de Théo, dissimulée dans la grille de ventilation. La colère qu'elle ressentit à cet instant fut froide, méthodique. Il ne surveillait pas seulement Théo, il l'espionnait, elle aussi. Ses gestes, ses paroles, tout était enregistré. Elle comprit que ses conversations avec lui, ses tentatives de stimulation, ses confidences nocturnes, tout avait probablement été capté. Elle était en danger. Mais cela signifiait aussi que son intuition était juste. Si on la surveillait, c'est parce qu'elle était proche de la vérité. Elle détruisit les 2 caméras, les remplaça par des objets similaires pour dissimuler leur absence et fit semblant de ne rien avoir découvert. Puis, elle passa la nuit entière à recopier à la main les éléments les plus importants de son journal qu'elle dissimula dans la doublure de la veste qu'elle portait lors de ses sorties. Elle se jura qu'en cas d'urgence, elle remettrait ces documents à un journaliste d'un journal indépendant qu'elle avait déjà identifié et dont les bureaux se trouvaient à 1 heure de Paris. Le lendemain, Jacques arriva comme prévu pour sa visite hebdomadaire. Claire, calme, professionnelle, répondit à ses questions avec aplomb, jouant le rôle de l'infirmière dévouée mais discrète. Lorsqu'il sortit du manoir, elle sut qu'elle venait de gagner un peu plus de temps. Pas beaucoup, mais assez pour préparer la suite. Théo, de son côté, semblait de plus en plus attentif. Sa main répondait de manière plus fluide.
Son souffle variait lorsqu'elle lui parlait de certaines choses. Un jour, en posant sa main sur sa poitrine, elle sentit une accélération nette de son rythme cardiaque au moment où elle lui dit « Je crois que tu es prêt à revenir ». Elle se pencha vers lui et murmura « Ils t'ont fait ça parce qu'ils avaient peur, mais tu n'es plus seul. Je vais t'aider à te relever, même si je dois les affronter seul. » Elle sentit alors pour la première fois ses doigts se refermer autour des siens, fermement, longuement. Ce n'était plus un signe, c'était un serment silencieux, une alliance entre deux consciences blessées, prêtes à se battre contre ceux qui avaient tenté de les enterrer. Claire ne dormait presque plus. Elle ne mangeait que par nécessité, absorbée par l'ampleur de ce qu'elle avait découvert et le sentiment croissant que le temps lui était compté. Depuis la destruction des caméras, elle sentait l'atmosphère du manoir plus lourde, comme si la maison elle-même retenait son souffle, prête à se refermer sur elle. Pourtant, ce silence pesant lui donnait paradoxalement une certaine liberté. Pour la première fois, elle avait l'impression d'agir sans être scrutée à chaque mouvement. Elle en profita pour mettre à exécution l'idée qui la hantait depuis des semaines, forcer la porte verrouillée au sous-sol. Elle avait repéré dans la remise du jardinier un vieux jeu de clés et plusieurs outils de bricolage. Sous prétexte de chercher des ampoules pour la chambre, elle s'y rendit, prit ce dont elle avait besoin et descendit au sous-sol, une lampe torche entre les dents, les mains tremblantes mais déterminées. La porte métallique lui semblait plus imposante que jamais, couverte de marques anciennes, de griffures peut-être, ou de traces laissées par le temps et l'abandon. Elle glissa la clé la plus rouillée dans le cadenas. Elle tourna sans résistance. Ce n'était donc pas une serrure compliquée, juste une barrière psychologique, destinée à effrayer ceux qui auraient l'idée de la franchir. La porte s'ouvrit dans un grincement long et douloureux. L'air qui s'en échappa était glacial, saturé d'humidité et de moisie. Claire entra, éclairant les murs de pierre nus. La pièce était plus vaste qu'elle ne l'imaginait. Il y avait là des étagères métalliques, un bureau en bois rongé par les insectes, et surtout, un ensemble de cartons empilés portant des étiquettes manuscrites. Conseil restreint, confidentiel, réunion stratégique, dossier prioritaire, DL. DL pour Delacroix, évidemment. Elle commença à ouvrir les boîtes avec précaution, retenant sa respiration. Dans la première, elle trouva des dossiers imprimés, comptes rendus de réunions internes, propositions de rachat d'entreprise, notes d'audit, rien d'étonnant. Mais dans la deuxième boîte, soigneusement dissimulée sous une pile de documents, elle découvrit une série de cassettes audio, chacune étiquetée par une date et un titre. Conseil du 18 octobre, urgence, réunion Jacques, succession, plan de transition. Elle en choisit une au hasard, la glissa dans un vieux magnétophone posé sur le bureau et appuya sur lecture. La bande grésilla, puis une voix familière, celle de Jacques Lemaître, emplit la pièce. Il faut le faire avant qu'il ne dépose l'épreuve. Il est trop instable. Maxime a déjà menacé de tout révéler. Une autre voix, plus grave, répondit « Et s'il survit, il ne survivra pas. On a tout préparé. L'accident sera parfait. » Claire sentit ses jambes fléchir. Elle s'assit, le souffle court. Elle venait d'entendre la confirmation, non pas d'un soupçon, mais d'un crime prémédité. Jacques, l'homme qui lui parlait chaque jour avec son sourire froid et son ton paternaliste, avait organisé l'élimination de Théo. Et Maxime. Maxime avait été mis en garde. Il savait. Elle écouta bande après bande, découvrant peu à peu l'ampleur du complot. Les membres du conseil d'administration avaient orchestré une transition forcée du pouvoir. Théo, trop intègre, trop curieux, trop proche des finances de l'entreprise, représentait une menace. Il craignait qu'il découvre les détournements, les fraudes fiscales, les accords illégaux passés à l'étranger. Maxime, bien que plus distant, avait reçu les confidences de son frère et s'était opposé discrètement à ce plan. Il avait été effacé comme témoin, relégué à l'oubli. Il était peut-être mort, ou pire, vivant mais caché, forcé au silence. Claire copia les bandes les plus incriminantes sur un petit enregistreur numérique qu'elle avait acheté en cachette lors de sa dernière sortie. Elle les classa, les étiqueta et les cacha dans la doublure d'un manteau qu'elle portait souvent pour promener le chien. Elle savait que ces enregistrements étaient sa seule arme. Sans eux, sa parole contre celle de Jacques n'aurait aucune valeur. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que quelqu'un l'avait suivie. Lorsqu'elle remonta les escaliers du sous-sol, elle trouva la porte entr'ouverte. Sur le sol,
Une trace de pas fraîche. Lucille. Elle l'avait vue dans le couloir quelques minutes avant qu'elle ne descende. Claire resta figée, les sens en alerte. Elle remonta lentement, le cœur battant à tout rompre, traversa le couloir désert et retourna dans sa chambre. Là, sur son lit, une rose noire l'attendait. Un message, un avertissement. Elle comprit que le filet se resserrait. Mais cette fois, elle n'était plus sans défense. Elle avait les preuves, la vérité, et surtout, elle avait Théo. Il n'était plus le corps inerte qu'elle avait découvert à son arrivée. Il était son allié silencieux, son témoin vivant. Elle devait maintenant trouver le moyen de le protéger, de sortir les preuves, de briser le cercle de mensonges qui les entourait. Elle alla le voir ce soir-là, s'assit à ses côtés, prit sa main. « J'ai tout, les bandes, les plans, les voix. Je vais les faire tomber, Théo. Mais il faut que tu sois prêt. Très bientôt, ils sauront que tu es en train de revenir. Et alors, il ne s'agira plus de surveillance, il s'agira de survie. » La main de Théo bougea, se refermant lentement sur la sienne. Pas une pression hésitante, une prise claire, une volonté affirmée. Le signal qu'elle attendait. Il était prêt, et elle aussi. Ce matin-là, le manoir semblait plus calme que d'ordinaire, comme s'il contenait sa respiration dans l'attente d'un événement qui ne pouvait plus être évité. Claire, après une nuit blanche passée à écouter une fois encore les enregistrements cachés, entra dans la chambre de Théo avec un sentiment de solennité. L'air était dense, presque électrique. Le soleil filtrait à peine à travers les rideaux, projetant une lumière douce et dorée sur les traits reposés de Théo. Elle s'assit à son chevet, prit sa main comme elle le faisait depuis des semaines, et décida de lire une dernière fois un extrait de la lettre qu'il avait écrite, celle où il évoquait la trahison imminente et son intention de fuir. Elle lut lentement, chaque mot avec intensité, puis elle posa la lettre sur ses genoux, se pencha et murmura à son oreille « Théo, tu sais maintenant, ils ont voulu te faire taire, mais je suis là, et tu n'es plus seul. Si tu peux m'entendre, montre-le-moi. » Un silence profond suivit sa déclaration. Puis, lentement, presque imperceptiblement, Théo ouvrit les yeux. Claire n'osa pas bouger. Elle resta immobile, pétrifiée par l'émotion, observant les paupières qui battaient doucement, les pupilles qui semblaient se réhabituer à la lumière. Il cligna des yeux, tenta de tourner la tête, puis sa main pressa la sienne avec une fermeté nouvelle. Elle sentit une chaleur irrépressible l'envahir, un mélange de soulagement, d'euphorie et de terreur. « Tu es revenu, » murmura-t-elle. « Tu es là. » Les yeux de Théo, encore voilés par la fatigue et la stupeur, cherchèrent à la fixer. Il tenta de parler, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Claire s'empressa de l'asseoir légèrement, l'aida à boire quelques gouttes d'eau. Il toussa, trembla, mais resta conscient. Les signes vitaux étaient stables, les yeux ouverts, la conscience présente. Il était de retour. Elle savait que ce moment, aussi miraculeux fût-il, ne pouvait pas être annoncé immédiatement. Jacques, s'il apprenait que Théo était réveillé, n'attendrait pas une seconde avant d'agir. Elle devait le cacher. Elle ne pouvait pas encore alerter les autorités ni l'hôpital. Il fallait du temps, un lieu sûr. Elle se souvint alors du vieux chalet de jardinier, à l'arrière du domaine, en partie dissimulé par les arbres et rarement visité. Elle avait déjà remarqué que Henri n'y allait plus. C'était l'endroit idéal. Elle installa Théo dans un fauteuil roulant qu'elle avait gardé dans une remise, camoufla son transfert en attendant la nuit et le fit sortir discrètement, aidé par le silence complice de la maison endormie. Elle installa Théo dans le chalet, l'allongea sur un lit de fortune et continua de lui parler doucement, expliquant chaque geste, chaque décision. Il clignait des yeux en signe de compréhension. Ses mouvements restaient faibles, mais sa volonté était palpable. Elle plaça un petit carnet et un stylo dans ses mains. Lentement, avec difficulté, il traça 2 lettres. J.L., le nom de Jacques. La menace était claire. Au petit matin, elle retourna dans le manoir comme si de rien n'était. Elle nettoya la chambre, arrangea les draps, replaça les appareils. Mais lorsqu'elle descendit dans le hall, elle trouva Jacques déjà là, accompagné d'un homme qu'elle n'avait jamais vu, visiblement un collègue ou un complice. « Nous procédons à une inspection surprise », déclara Jacques avec un sourire figé. « Simple vérification des soins. Routine. » Claire cacha son trouble et répondit avec calme. Elle les guida dans les couloirs, répondit aux questions avec aplomb
évita soigneusement de les conduire vers l'aile où se trouvait désormais Théo, mais elle sentit que Jacques soupçonnait quelque chose. Son regard balayait les pièces avec insistance et ses questions devenaient plus précises. « Le patient a-t-il montré des signes d'éveil » demanda-t-il à un moment. Claire le fixa droit dans les yeux. « Aucun. L'état reste stationnaire. Mais je poursuis les stimulations selon les recommandations du protocole. » Jacques sembla hésiter, mais ne releva pas. L'homme qui l'accompagnait nota quelque chose sur un carnet et tous deux quittèrent la pièce. Lorsqu'ils s'éloignèrent, Claire sentit ses jambes fléchir. Elle courut au chalet dès que le manoir fut vide. Théo dormait, mais se réveilla à son arrivée. Il lui adressa un regard clair, conscient. « Il faut que tu t'économises, » murmura-t-elle. « Nous avons encore beaucoup à faire. » Elle commença alors à préparer leur défense. Elle fit plusieurs copies des enregistrements, les dissimula dans des lieux différents. Elle contacta un journaliste indépendant sous prétexte d'un projet médical et fixa un rendez-vous dans une semaine. Elle savait que le moindre faux pas pourrait coûter cher, mais elle n'avait plus d'alternative. Les jours suivants, elle continua à nourrir Théo, à lui parler, à lui lire les journaux. Il reprenait des forces, lentement mais sûrement. Son regard se faisait plus vif, ses gestes plus précis. Une nuit, il réussit à écrire une phrase entière. « Ne fais confiance à personne ici. » Claire comprit que même parmi les employés restants, il pouvait y avoir des alliés de Jacques. C'est à ce moment-là qu'un bruit la tira de son sommeil. Une porte qui claquait, des pas précipités dans l'aile est. Elle courut au chalet, le cœur affolé, mais trouva Théo toujours en sécurité. Quelqu'un cherchait, quelqu'un savait. Le lendemain, Jacques revint, seul cette fois. Il s'attarda plus longtemps, observant chaque détail de la maison. Avant de partir, il dit à Claire, presque sur un ton de confidence, « Si jamais quelque chose devait changer, je veux que vous sachiez que nous nous occupons bien de nos collaborateurs, à condition qu'ils restent loyaux. » Le message était clair. Claire le regarda partir, puis ferma la porte à double tour. Elle retourna auprès de Théo et lui dit « C'est nous deux maintenant, contre eux tous. Mais on va y arriver, je te le promets. » Et pour la première fois depuis le début, Théo sourit. Faiblement, mais avec certitude. Le combat ne faisait que commencer. Le manoir, malgré sa façade immobile, était devenu un terrain miné. Chaque pas de Claire était pesé, chaque mot prononcé sous surveillance intérieure. Elle savait désormais que le danger ne venait pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur même de la maison. Les murs avaient des oreilles, les couloirs des yeux invisibles, et les gestes les plus simples pouvaient être interprétés, retournés contre elle. Théo, encore caché dans le chalet, montrait des signes quotidiens de récupération. Il parvenait désormais à écrire des phrases entières, à s'alimenter de manière plus autonome et à reconnaître des visages sur les vieilles photos qu'elle lui montrait. Pourtant, cette avancée n'allégeait pas la tension constante qui pesait sur elle. Ce fut Lucille, la femme de ménage, qui sema le premier doute. Un matin, Claire la surprit dans sa chambre, prétendant chercher une couverture de rechange. Rien dans le ton ou le comportement de Lucille ne trahissait une faute, mais ses gestes étaient trop sûrs, ses mains trop précises en fouillant le tiroir où Claire avait dissimulé une des copies des enregistrements. Heureusement, elle l'avait déplacé 2 jours plus tôt. Lucille n'avait rien trouvé, mais Claire comprit immédiatement. Elle n'agissait pas seule, elle était envoyée. Et si elle était au courant des enregistrements, il y avait fort à parier qu'elle soupçonnait bien plus. Claire la laissa finir sa fouille et fit semblant de ne rien remarquer. Elle l'observa discrètement pendant les jours suivants, surveilla ses déplacements, ses interactions. Elle découvrit qu'elle faisait de fréquentes pauses près du bureau de Jacques lors de ses visites, échangeant des mots rapides, presque codés. Ce lien invisible se dessinait avec de plus en plus de clarté. Lucille informait Jacques. Elle était son relais à l'intérieur, son espionne, celle qui devait surveiller Claire et rapporter toute anomalie. C'était elle qui, sans doute, avait remarqué l'absence de Théo dans sa chambre. Elle qui avait vu Claire manipuler des objets, sortir du sous-sol, s'éclipser vers le jardin à des heures inhabituelles. Claire savait qu'elle ne pouvait pas agir seule désormais. Elle avait besoin d'un relais extérieur. Elle pensa immédiatement à Suzanne, la vieille voisine, qui lui avait déjà tendu la main une fois. Ce fut lors d'une promenade feinte avec le chien qu'elle se rendit jusqu'au portail de la propriété, franchit le chemin de terre et frappa à la porte du petit chalet. Suzanne la reçut avec sa bienveillance habituelle. Claire, sans entrer dans les détails,
lui expliqua qu'elle avait découvert des éléments inquiétants, qu'un patient en danger avait besoin d'aide et qu'elle devait faire parvenir des documents à un journaliste, mais qu'elle craignait d'être interceptée. Suzanne n'hésita pas. Elle lui tendit une vieille sacoche de cuir. « Glissez ce que vous avez là-dedans. Mon neveu passe me voir demain matin. Il travaille pour une radio associative. Je lui dirai que c'est un dossier médical à déposer à Paris. Il ne posera pas de questions. » Claire remit les copies des bandes, une lettre explicative et une photo de Théo actuel, éveillé. Elle savait que c'était risqué. Si le sac était intercepté, elle signerait peut-être son arrêt de mort. Mais elle n'avait plus le choix. Le filet se resserrait trop vite. Le soir même, elle retrouva Théo au chalet. Il avait réussi à écrire une page entière. Il racontait ce qu'il se souvenait de la réunion avec Jacques, des menaces voilées, du sentiment d'étouffement croissant avant l'accident. Il ne se rappelait pas du choc, mais des jours précédents avec une netteté troublante. Il évoqua Maxime, ses craintes, la promesse qu'il lui avait faite de le protéger. Claire sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle n'était plus seule à porter ce poids. La mémoire de Théo reprenait le relais. Mais tout bascula le lendemain. Jacques revint sans prévenir. Il ne sonna pas. Il entra directement dans le bureau puis dans les chambres. Claire le croisa dans le couloir, feignit la surprise. « Une inspection de plus ?» demanda-t-elle avec un sourire forcé. « Non », répondit-il d'une voix plate. « Juste un doute. J'ai rêvé que quelqu'un cachait un fantôme dans mon domaine. » Il s'approcha d'elle, planta son regard dans le sien. « Dites-moi, Claire, que feriez-vous si vous découvriez que votre patient est plus conscient que prévu? Que vous tenez entre vos mains le retour d'un homme que beaucoup préféreraient voir? » Inerte, Claire sentit la menace, mais ne répondit pas. Elle se contenta de soutenir son regard, puis tourna les talons. Elle savait que le moment approchait. Elle devait sortir Théo de là, au plus vite. C'est alors qu'elle surprit une conversation à demi-mot dans la cuisine. Lucille parlait à voix basse avec quelqu'un au téléphone. Elle utilisait des codes, mais Claire comprit un mot répété plusieurs fois. Transfert. Ils allaient te bouger Théo, ou pire, en faire disparaître toute trace. Elle courut au chalet, expliqua à Théo que l'heure était venue. Il hocha lentement la tête. Elle le prépara, l'habilla, cacha son visage sous une capuche et appela discrètement Suzanne. Celle-ci accepta de cacher Théo chez elle pour la nuit, jusqu'à ce que Claire puisse organiser leur départ vers Paris. Elle le guida à travers le jardin, passant par des chemins qu'elle avait repérés à l'avance, évitant les caméras, les fenêtres. Pendant ce temps, elle laissa dans la chambre de Théo un mannequin de drap, les machines branchées sur un système de simulation trouvé dans un vieux matériel médical, et verrouilla la porte. Lorsque Jacques reviendrait, il croirait encore à son sommeil. Elle avait gagné quelques heures, mais au moment où elle revenait au manoir, un appel la stoppa net. Suzanne. Sa voix tremblait. « Claire, quelqu'un rôdait autour de ma maison, je crois qu'ils savent. » Claire n'eut pas le temps de répondre. Un cri retentit dans le hall. Lucille. Elle venait de découvrir le subterfuge, le faux corps, le lit vide. La guerre silencieuse venait de devenir frontale. Claire savait qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Désormais, c'était une course contre la montre, et le combat venait de commencer. La maison avait perdu toute son apparente quiétude. Le manoir, autrefois silencieux, résonnait maintenant de pas précipités, de portes qui claquaient et de cris à demi étouffés. Claire, depuis le retour précipité de Lucille et la découverte du lit vide, savait que les heures à venir déciderait du sort de Théo, du sien, et de tout ce que cette vaste mise en scène avait tenté de dissimuler. La panique avait envahi les couloirs. Jacques était revenu en urgence, escorté par 2 hommes au regard fermé, sans badge ni explication. Ils fouillaient, ouvrirent les pièces une à une, interrogèrent le personnel avec une brutalité contenue. Claire comprit qu'ils ne cherchaient plus seulement à surveiller, ils cherchaient à éliminer. Mais elle n'était plus seule. Le plan qu'elle avait préparé en silence depuis des jours entiers entrait en action. Tandis que le manoir se transformait en théâtre de chasse, à Paris, un jeune journaliste du nom de Julien Roussel recevait un dossier par l'intermédiaire du neveu de Suzanne. À l'intérieur, les enregistrements audio des réunions secrètes, les lettres manuscrites de Théo, les photos prouvant son état de conscience actuel et une note manuscrite de Claire exposant les faits. Julien, réputé pour ses enquêtes sur la corruption et les scandales financiers, comprit immédiatement l'ampleur du dossier. Il appela ses contacts, consulta ses avocats, puis prit une décision radicale. Publier tout,
en une seule salve, dans un article d'ouverture massif sur le site du journal. Le titre s'étala en lettres majuscules « Théo Delacroix est vivant ». Révélation sur un complot au sommet de l'industrie française. L'impact fut immédiat. Les réseaux sociaux s'embrasèrent, les chaînes d'information interrompirent leur programme, les commentaires affluaient. La nouvelle parcourait le pays comme une onde de choc. L'héritier Delacroix, présumé inconscient depuis des mois, était en réalité maintenu dans l'ombre volontairement. L'article contenait des extraits choisis des enregistrements. La voix reconnaissable de Jacques évoquant un plan d'élimination, la mention de Maxime effacée des registres et des photographies montrant Théo éveillé, fragile mais conscient. Claire, informée par téléphone, sentit ses genoux fléchir. Le poids de semaines de solitude, de peur et de pression se relâcha brutalement. Mais elle ne put savourer ce soulagement qu'un instant. Le danger, lui, n'avait pas disparu. Jacques, furieux, tentait de reprendre le contrôle. Il donna des ordres, fit bloquer les portails du domaine, ordonna la fouille systématique des alentours. Claire courut chez Suzanne, retrouva Théo debout, appuyé sur une canne, déterminé malgré sa faiblesse. Ensemble, ils passèrent par les bois, aidés par Henri, le vieux jardinier silencieux mais solidaire. Il les guida à travers un ancien chemin de contrebandier qui contournait la clôture. Une fois hors du domaine, Claire appela Julien. Il les fit rejoindre dans un lieu sécurisé à Paris, un appartement prêté par un contact du journal. Pendant ce temps, le scandale éclatait. Le parquet de Paris ouvrait une enquête pour tentative d'homicide, corruption, dissimulation de preuves et abus de pouvoir. Jacques Lemaître, pris de panique, tenta de fuir. Il fut arrêté à l'aéroport, une valise remplie de documents et d'argent liquide à la main. Son visage, jadis associé à la rigueur et au prestige, s'afficha désormais comme celui d'un manipulateur cynique. L'entreprise Delacroix, frappée de plein fouet, fut contrainte de publier un communiqué. Les actionnaires s'alarmaient, les cours s'effondraient, les anciens alliés prenaient leur distance. Théo, bien que physiquement affaibli, parvint à enregistrer une vidéo sobre mais percutante. Il y racontait, avec des phrases courtes et une voix hésitante, ce qu'il avait subi, les efforts de Claire pour le sauver et son intention de revenir, non pas comme dirigeant immédiat, mais comme garant de la vérité et du redressement moral de l'entreprise fondée par sa famille. Claire, désormais exposée médiatiquement, était saluée comme une héroïne, mais elle se tenait à l'écart des caméras. Elle savait que tout n'était pas encore terminé. Des figures clés du conseil d'administration manquaient encore à l'appel. Certains documents n'avaient pas été retrouvés. Et surtout, Maxime n'avait pas réapparu. L'enquête permit de retrouver des traces de ses mouvements après l'accident. Une transaction bancaire dans un hôpital suisse, un faux nom utilisé dans une location de voiture. Mais depuis, plus rien. Comme s'il avait été avalé par le système qu'il avait tenté de défier. Claire passa ses journées à soutenir Théo, à l'aider dans ses exercices, à organiser les rendez-vous avec les autorités, les avocats, les psychologues. Ils formaient un duo étrange. Elle, l'infirmière effacée, devenue moteur d'un bouleversement national. Lui, le dirigeant brisé, revenu du silence, avec une vérité dans les mains et des plaies dans la mémoire. Un soir, alors que Paris brillait derrière les vitres de leur appartement sécurisé, Claire s'assit à côté de lui. Théo lui prit la main. « Tu n'étais pas obligé d'aller si loin, dit-il d'une voix toujours rauque. »« Si, répondit-elle, parce que personne d'autre n'aurait pu ou voulu le faire. » Il la regarda longtemps, puis murmura « Ce n'est pas fini. Ils reviendront. » Elle acquiesça. Elle le savait, mais elle n'avait plus peur. « Alors, nous serons prêts. » Et dans ce regard échangé, dans cette promesse silencieuse au milieu d'un tumulte médiatique, naquit la dernière certitude de Claire. La lutte avait été longue, mais elle avait réveillé bien plus qu'un corps. Elle avait ramené à la lumière une vérité, et surtout une volonté de vivre ensemble envers et contre tous. Les mois passèrent, comme on se relève lentement d'une longue maladie, avec précaution, lucidité et une soif de sens renouvelée. Le nom de Théo Delacroix resta en une des journaux pendant des semaines. Son retour d'un coma que beaucoup croyaient définitif fut analysé, débattu, célébré. Mais ce n'était pas l'aspect médical de sa résurrection qui retenait le plus l'attention, c'était ce qu'elle révélait du système, des jeux de pouvoir et des silences organisés au sommet d'une des plus grandes fortunes françaises. Théo, à peine rétabli, prit une décision sans appel. Il ne reprendrait pas la direction de l'entreprise dans l'immédiat.
il convoqua une assemblée exceptionnelle du conseil d'administration et annonça la création d'une cellule indépendante de réforme interne chargée d'auditer toutes les structures de l'organisation, d'évaluer les pratiques et de proposer un nouveau modèle de gouvernance basé sur la transparence et la responsabilité. Plusieurs membres du conseil, pris de court, tentèrent de s'y opposer. Mais les preuves accumulées contre Jacques Lemaître, son ancien conseiller juridique, pesaient lourd. Les soutiens de Théo, publics et privés, affluaient. Des actionnaires de longue date, ébranlés par le scandale, exigèrent une refonte complète. Une vague de démissions s'ensuivit et l'ancienne garde fut balayée. Claire assista à ce bouleversement en retrait, mais non sans émotion. Chaque jour, elle accompagnait Théo dans sa rééducation, dans ses démarches juridiques, dans ses entretiens avec les institutions, les médias, les organismes de santé. Leur lien s'était transformé. Ce n'était plus simplement celui d'une patiente et de son infirmière, ni celui de deux rescapés d'un complot. C'était désormais une alliance organique, profonde, construite sur les preuves, la vérité et une confiance née dans le silence absolu d'une chambre obscure. Un matin, Théo reçut une lettre provenant de l'ambassade de France en Espagne. Un homme se présentant sous un faux nom, mais dont les empreintes digitales correspondaient à Maxime Delacroix, avait été identifié dans une clinique privée de Barcelone. Il souffrait de troubles de stress post-traumatique sévères, avait vécu sous une identité d'emprunt pendant plus d'1 an et avait refusé tout contact jusqu'à l'apparition des articles sur son frère. L'annonce fut un choc. Claire accompagna Théo lors du premier rendez-vous. La rencontre fut silencieuse d'abord. Maxime, plus amaigri, les cheveux longs, les yeux cernés, regardait son frère comme s'il revenait d'un autre monde. Puis, lentement, les barrières tombèrent. Il expliqua tout. Les menaces, l'agression qu'il avait subie, les pressions, le chantage. Il avait fui pour survivre, croyant que Théo était déjà mort. Il avait tenté d'alerter discrètement, mais chaque tentative s'était soldée par une fuite précipitée. Le système l'avait broyé, réduit à l'ombre. Grâce à Claire, il pouvait enfin parler. Théo le serra dans ses bras et Claire sentit, pour la première fois, une boucle se refermer. À leur retour à Paris, ils tinrent une conférence de presse commune. Théo et Maxime, côte à côte, exposèrent les dérives du conseil d'administration, les failles dans le système de régulation et l'inaction volontaire de certains acteurs institutionnels. Claire, à leur côté, répondit calmement aux questions. Lorsqu'on lui demanda si elle comptait reprendre son métier d'infirmière à l'hôpital, elle sourit. « Non, je crois que je peux aider autrement désormais. » Et elle ne mentait pas. Avec Théo, elle lança un projet social ambitieux soutenu par des fonds personnels et des partenariats publics. Une fondation dédiée à l'aide aux victimes de négligence médicale, de maltraitance institutionnelle et de silence organisé dans les établissements de santé. Le projet prévoyait des maisons d'accueil, des plateformes de signalement anonymes, des unités mobiles de soutien. Claire en devint la codirectrice. Elle quitta son appartement exigu de Lyon et emménagea dans un logement modeste mais lumineux à Paris, à quelques rues du siège de la Fondation. Chaque jour, elle recevait des témoignages, des lettres, des appels de personnes brisées par un système trop grand, trop froid. Elle répondait à chacun avec le même calme, la même détermination qu'elle avait montrée auprès de Théo, car elle n'avait pas oublié. Elle savait ce que c'était que de lutter seule dans le noir. Théo, de son côté, reprenait lentement sa place dans le monde. Pas comme héritier pressé de revenir, mais comme homme décidé à réparer. Il siégeait en tant que membre consultatif dans plusieurs comités éthiques, publiait des tribunes sur la responsabilité des grandes entreprises et intervenait dans des universités pour raconter son histoire. Un soir, alors que le ciel de Paris se teignait de pourpre et d'or, Claire et Théo marchaient côte à côte le long de la Seine. Ils ne parlaient pas. Il n'y avait plus besoin de mots. Le silence qui les avait unis dans la chambre du manoir n'était plus un vide, mais un langage. Ils savaient ce qu'ils avaient traversé et ce qu'ils construiraient ensemble. « Tu sais, » dit-il finalement, « je ne pensais pas qu'un jour je pourrais être heureux. » Claire le regarda et répondit sans détour, « Aucun de nous deux ne pensait en arriver là. Mais on est là, et c'est tout ce qui compte. » Ils continuèrent de marcher, lentement, en paix. Et dans cette marche partagée, dans ce pas à pas silencieux, se dessinait un avenir que ni le pouvoir, ni la trahison, ni même le coma n'avaient pu leur voler.